Bonjour, je suis Anne et je suis organisatrice de voyages respectueux de l'environnement. Si vous cherchez comment on fait pour voyager autrement, vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode d'Un pays, un train, on part à la découverte d'un nouveau pays, de sa culture, de son histoire, et je vous donne tous les moyens pour vous y rendre sans trop polluer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un pays, un train. Depuis que j'ai commencé, je me suis demandé comment on fait pour aborder la France, parce que finalement, voyager bas carbone, c'est voyager près de chez soi. Et donc, je m'adresse principalement à des Français, donc ce serait plus logique de parler de la France. Alors, pour vous encourager à visiter la France et le près de chez soi, j'ai décidé de consacrer plusieurs épisodes d'Un pays, un train à la France. Et donc, un par région administrative. Donc, on peut se demander pourquoi j'ai choisi ce découpage qui est hyper artificiel, parce que ça correspond à aucune réalité historique. Tout simplement parce que c'est comme ça que les systèmes de trains régionaux ont été découpés. Et donc, pour vous présenter le train en France, c'est la meilleure option, à mon avis. Du coup, après cette petite explication et après une nouvelle trahison du concept d'un pays, un train, parce qu'on n'est plus trop sur des pays en ce moment, je vous emmène aujourd'hui dans une des régions auxquelles on pense pas forcément quand on parle de tourisme, c'est la région Grand Est, et où j'ai habité pendant 2 ans, donc je serais contente de vous en parler. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Alexis Rollo, qui est originaire de la région, des Vosges exactement, et qui me fait l'honneur d'être mon invité. Bonjour Alexis, merci de participer à ce nouvel épisode d'Un pays, un train. Bonjour Anne, merci de m'avoir invité. Est-ce que tu peux nous dire ton lien avec le Grand Est et d'où est-ce que tu viens exactement dans cette belle région Grand Est? Moi, tout simplement, je suis vosgien, donc je suis né dans les Vosges, à Épinal, donc je suis originaire là-bas. Donc les Vosges, c'est un département du Grand Est, donc plutôt au sud du Grand Est. Mon lien là-bas, évidemment, j'ai toute ma famille là-bas. J'y ai vécu pendant 18 ans avant de partir faire mes études à Nancy, qui est aussi dans le Grand Est, donc en Meurthe-et-Moselle. Et j'ai pu également, à la suite de mes études, voyager, parce que à la base, moi, j'ai fait des études d'économie, et ensuite, pour devenir professeur de sciences économiques et sociales, je suis parti en Australie après une année de travail en tant que professeur. Et quand je suis revenu à cause d'un truc qui s'appelle le Covid, et oui, voilà, problématique. Donc le Covid m'a fait rentrer, et en fait, on pouvait que voyager en France. J'avais l'habitude avec mes parents, notamment dans les vacances d'avril, de partir découvrir les régions de France. Et là, je me suis dit, en fait, ça serait sympa. On a l'opportunité, un peu obligé, mais l'opportunité de voyager un petit peu en France. Et j'ai pu lancer mon business, on va dire, du voyageur en France. Et l'objectif, en fait, c'était de parcourir les régions. Mais j'étais toujours prof. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais rien du tout aux régions de France. C'était n'importe quoi. Je connaissais pas les Ardennes, je connaissais pas la Nièvre, je connaissais pas toute la partie sud-ouest, etc. Donc je voulais un peu découvrir ça, et je trouvais ça un peu dommage d'avoir fait cette expérience voyage en Australie, mais pas connaître son propre pays. Donc, je me suis lancé comme ça, avec une petite caméra au début, sympa, tranquille. J'ai bien aimé. Après, j'ai continué à être prof. J'en ai parlé à mes élèves, et je leur disais toujours, oui, parcourez, allez-y, tentez des choses. Vous avez des rêves, allez-y, ne vous laissez pas toujours guider par ce qu'on vous dit, par ce que je vous dis aussi. Si vous avez quelque chose, faites-le à 100%, et si ça marche pas, ça sera juste quelque chose que vous avez fait et que vous allez faire autre chose. Et ils me disent, vous êtes très sympa, mais vous dites des trucs que vous faites pas vous-même. Et vos rêves à vous, monsieur. C'est exactement ça. C'était un peu, voilà. Et donc, je me dis, mais ouais, vous avez raison. Et en fait, ils m'ont motivé. Et genre 2 mois après, j'avais décidé d'arrêter d'être prof, en gros, et je leur ai dit, ok, j'y vais l'année prochaine. Et du coup, j'ai lancé le voyageur en France. Là, ça fait déjà 8 mois. Et franchement, je parcours la France, et c'est vraiment trop cool. Et là-dessus, j'ai pu parcourir, du coup, j'ai découvert notamment les Ardennes, la Champagne aussi un petit peu, concernant le Grand Est. Il y a la région aussi, c'est vrai que l'Alsace est plus connue, mais bon, j'ai aussi travaillé sur les Vosges, et même j'ai découvert des choses sur les Vosges après coup que je ne connaissais pas, notamment des projets sur les Vosges de l'Ouest, etc. Mais c'est un peu mon histoire, et maintenant je kiffe faire ça, et on voyage en France. T'es hyper riche la France là-dessus. C'est génial de mettre en avant toutes ces choses-là, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir partir au bout du monde, et en fait, on connaît même pas ce qu'il y a autour de nous. Moi, pour le Grand Est, moi j'ai habité 2 ans à Nancy, donc comme toi, t'as fait tes études à Nancy, moi aussi. Et en fait, je n'ai pas tant visité le Grand Est en étant dans ce coin-là. Finalement, j'y suis partie pour les études, j'y suis partie en 2017, quelque chose comme ça. Et au final, je pense que j'ai pas mis les pieds dans les Vosges une seule fois quand j'étais à Nancy, et c'est depuis que je suis partie que j'y suis retournée. Donc effectivement, c'est un peu dommage de pas
de pas forcément visiter son extérieur, on va dire ses alentours. Donc c'est hyper bien ce que tu fais. Même Nancy, c'est vrai qu'autour de Nancy, là, quand j'y repense, la Meurthe-et-Moselle, j'ai fait 5 ans à Nancy, je suis pas sûr d'avoir fait grand-chose autour de Nancy, malheureusement. Et c'est ça, c'est de se dire, bon, on peut faire un tourisme en tout cas, on peut avoir une expérience voyage à côté de chez soi. On peut faire du slow, voilà, ça se développe énormément, le slow tourisme, le slow travel, etc. Les départements le font beaucoup. Donc, il y a quelque chose à faire, et c'est pour ça que moi, je voulais faire une expérience voyage en France. Voilà, pour proposer ça. Mais c'est ce que j'aime en tout cas dans le voyage. Et dans le Grand Est aussi. Mais c'est vrai que, bon, je connais bien les Vosges. D'ailleurs, peut-être qu'on resitue un peu tout ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément dit d'expliquer où était le Grand Est. Donc depuis tout à l'heure, peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que le Grand Est? C'est comme je disais, je me suis concentrée sur les régions administratives. Les régions administratives, elles existent depuis 2016 en fait. Moi, je parle toujours en ancienne région comme une bonne personne des années 90. Du coup, avant c'était 3 régions, c'était Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, qui étaient des régions qui étaient un peu plus logiques, on va dire, au niveau historique, parce que c'est vrai qu'elles ont pas du tout suivi la même histoire. Et alors, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais moi, j'ai l'impression que c'était très influencé par l'Allemagne, cette partie-là de la France. Cette histoire de Alsace-Moselle seulement et non pas l'Alsace-Lorraine, comme on dit souvent. Mais en fait, c'est parce que quand ils ont annexé l'Alsace-Moselle, ils ont appelé ça la région d'Alsace-Lorraine. Donc, c'est pour ça que tout le monde retient Alsace-Lorraine et pas Alsace-Moselle, comme ça aurait dû être le cas. D'accord, J'ai appris ça là, en faisant mes petites recherches. Je savais même pas. Ouais, voilà. Ok, ouais. Mais oui, il y a un passé fort. L'Alsace aussi au niveau de la langue. Alors évidemment, l'alsacien en soi et reprend les racines de allemandes, germaniques. Et je crois qu'on dit comme ça. Et en gros, c'est vrai que bon, le côté là, c'est vrai qu'il y a une forte patte allemande parce qu'ils vont travailler en Allemagne vu que c'est frontalier, etc. Il y a une vraie culture allemande, etc. Et c'est bien aussi. Enfin, c'est bien. C'est pas quelque chose de négatif en soi là-dessus. On est copains maintenant. Donc il y a pas de souci. Justement, la région Grand Est, elle a quand même une grosse frontière avec l'Allemagne, donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette culture-là, et avec la Suisse qui est aussi de culture allemande dans certains coins, et avec la Belgique et le Luxembourg. Donc elle est bien entourée quand même de tous ces pays de l'Est. Et d'ailleurs, ça en fait une des régions françaises les plus centrales, puisqu'elle est vraiment située au centre de l'Europe au final. Donc elle a un peu cette culture de partage avec les autres pays aux alentours. C'est pour ça que d'ailleurs le Parlement européen est à Strasbourg et pas à Paris par exemple, parce qu'il est plus central au niveau de l'Europe. Et c'est ça qui est intéressant dans cette région aussi, c'est que d'un côté t'as la mégalopole européenne et de l'autre côté t'as la diagonale du vide, donc t'as un peu cette opposition dans cette région Grand Est un peu étrange. Et c'est ça aussi la force des Vosges notamment, c'est qu'il y a un fort attrait touristique par rapport à d'autres régions du Grand Est. Ça c'est sûr, ouais. C'est vrai que par exemple j'ai beaucoup fait la National 4 là, qui fait Paris-Nancy en voiture et c'est sinistre. J'emploie beaucoup le terme sinistré, ça va pas du tout. Mais il y a certains villages où on croise et il y a personne pendant des kilomètres et des kilomètres. Alors que c'est des villages qui étaient très vivants, je pense, à l'époque où la National 4 était forte et depuis que l'autoroute a été construite, il y a beaucoup de zones qui sont assez vides. Oui, c'est ça. Et moi, alors c'est pour ça que, c'est vrai que le mot sinistré, je pense que c'est pas le bon. Mais je devrais pas dire ça. Je vais couper le mot sinistré. Non, mais c'est intéressant. Mais, non, en vrai, moi, je pense que c'est pertinent de dire ça parce que les gens pensent comme ça. Ouais. C'est-à-dire que les gens, en vrai, quand on traverse la Meuse, franchement, c'est le Mordor, ceux qui ont la référence un peu. Enfin, franchement, on est vraiment sur des grandes lignes. Mais moi, je le vois plutôt comme des belles lignes droites de champs, magnifiques. Alors après, voilà. Dans la Meuse, par exemple, je crois qu'il y a plus de vaches que d'habitants. Mais ce que je veux dire, c'est que, au contraire, c'est une opportunité de se dire, ok, on est dans un endroit où tout est bruyant, tout va vite, les réseaux, tout, il faut qu'on scrolle, tout va vite. En fait, à un moment donné, se poser et se dire, vas-y, on est au bord d'un champ et on entend juste le bruit de la nature. En fait, c'est un luxe, ça. Et en vrai, moi, moi, je vois pas ça comme un problème, je vois ça plutôt comme une opportunité de créer quelque chose autour de ça. En mode, ok, il y a rien, mais trop bien. Oui. Mais non, mais même la Champagne en soi, parce que la Champagne, il y a Reims. On pense qu'au vin, mais en fait, exactement, il y a tellement de choses. Vous allez au lac d'Orient, lac d'Orient aussi, qui est proche de Troyes qui est une très belle ville. Vous avez, en fait, parce qu'il y a l'autoroute, c'est vrai que t'en parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a l'autoroute qui passe. En fait, les gens vont à Paris ou dans les zones touristiques, souvent c'est l'Alsace et les Vosges, en vrai, ou Nancy-Metz, qui est aussi une très jolie ville. Mais c'est vrai que la partie souvent Champagne et en tout cas Champagne-Ardenne et le nord de la Lorraine aussi, et la Meuse, etc. Et le nord de la Lorraine, et ils sont pas du tout. En fait, c'est des lieux de passage. Et même là, moi, j'avais parlé d'ailleurs à la chargée de communication de l'Aube, donc Tourisme l'Aube, donc c'est en Champagne.
Elle me disait, en fait, on est un lieu de passage. Et l'objectif, c'est que les gens s'arrêtent. Les gens s'arrêtent souvent pour le champagne. Ok, mais en fait, il y a d'autres choses à trouver. Oui, ils chargent 2-3 caisses dans la voiture, puis après Ah ils repartent, quoi. Ce ouais. qui est dommage, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Alors du coup, pour raconter l'histoire de cette région Grand Est, il va falloir s'intéresser à l'histoire des 3 anciennes régions. Et au début, l'histoire, elle est quand même assez commune. C'est-à-dire que le territoire, il est gaulois jusqu'à la guerre des Gaules au 1er siècle avant Jésus-Christ. À ce moment-là, César envahit la Gaule. Et toute cette partie reste ensuite longtemps dans l'Empire romain jusqu'au 5e siècle, avec ce qu'on appelle encore les invasions barbares. Bon, on a vu dans l'épisode sur l'Italie que c'était pas vraiment des invasions barbares. Et vers 460, c'est les peuples locaux, les Francs, qui prennent le pouvoir. C'est-à-dire que la frontière de l'Empire romain recule à ce moment-là. Les Francs, ils sont un peuple germanique païen qui était fédéré par les Romains, mais sans pour autant en être très proche. Et quelques années plus tard, en 481, donc c'est juste après l'effondrement de l'Empire romain, Clovis, comme dans l'histoire qu'on apprend à l'école, il fonde le royaume des Francs, après diverses conquêtes successives, et il se fait baptiser à Reims, donc dans la région Grand Est actuelle. Il est accepté plus ou moins par la population parce qu'il est chrétien, comme l'était de plus en plus la population romaine, et à la mort de Clovis en 511, le royaume des Francs il s'est bien étendu, il comprend quasiment tout le Grand Est actuel. Et en fait, la Champagne, avec l'île de France et la Picardie, c'est le berceau du royaume de France. Et à la mort de Clovis, le royaume il est partagé entre ses fils, mais l'idée d'une France réelle reste. On crée un royaume de Reims, un royaume d'Orléans, un royaume de Paris et un royaume de Soissons. La région Grand Est, ça correspond à ce qu'on appelle à l'époque l'Austrasie. Alors il y a plusieurs divisions et rassemblements, parce que les mariages rassemblent les territoires, mais sont divisés ensuite entre les descendants. Donc ça s'éparpille un peu sous tous les rois mérovingiens, jusqu'à Charles Martel au 8e siècle, qui est pas roi, mais maire du palais. Mais comme les rois ils ont plus aucun pouvoir à cette époque, il peut aider à la solidification du royaume de France, et donc c'est son fils Pépin le Bref qui devient roi en 751. Alors à ce moment-là, c'est le début de l'Empire carolingien qui absorbe toutes les entités qui existaient avant et qui devient très puissant avec une apogée avec Charlemagne en 800. L'Empire il va même jusqu'à l'Italie et même jusqu'à la Croatie actuelle. Et Reims, ça devient une ville importante pour les rois de France. C'est là que se feront sacrer tous les rois au fil des années. Mais après Charlemagne, ça commence à se corser puisque l'Empire est partagé en 3 royaumes et nos régions se séparent en 843 avec le traité de Verdun. C'est-à-dire que la Champagne, elle est dans la Francie occidentale à l'ouest, l'Alsace-Lorraine et les Ardennes actuelles, elles sont dans la Lotharingie, qui se fera très rapidement manger par la Francie orientale, et elles se rejoindront que dans très longtemps. Et pendant longtemps, la Champagne, ça a été la frontière du royaume de France, elle a donc suivi l'histoire du royaume de France, qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'on a eu les Capétiens à partir de Hugues Capet, mais sans pouvoir central, on a eu une centralisation sous Philippe Auguste, ensuite la guerre de Cent Ans, mais je vais pas tout vous refaire. En gros, la Champagne, elle se porte plutôt bien, parce qu'il y avait notamment les foires de Champagne qui lui permettaient d'être assez riche. Et contrairement à d'autres parties du royaume de France, la Champagne elle est toujours restée française en fait, c'est-à-dire que c'était vraiment le centre au début du royaume. Et à partir de François Ier au XVIe siècle, la France elle devient un royaume très unifié. À partir du XVIIe, la France elle commence à grignoter vers l'est de plus en plus. Elle récupère Metz, Toul et Verdun, ces 3 villes de l'est de la France, on appelle ça les 3 évêchés, et sous Louis XIV, la France elle récupère l'Alsace, et sous Louis XV, la Lorraine. Donc à ce moment-là, on a notre région Grand Est qui est réintégrée au niveau de la France au total. Et donc si on en revient à notre Lorraine, qu'on avait abandonnée jusque-là parce qu'on était sur la Champagne, à partir de 959, ce qu'on appelle la Lotharingie, donc, dont je parlais tout à l'heure, elle est coupée en 2. Et l'une des 2 parties devient le duché de Lorraine. Et d'ailleurs, ça vient de Lotharingie. Le roi qui s'appelait Lothaire à l'époque a donné son nom à la Lorraine actuelle, par déformation ensuite. Et donc cette partie-là, elle rejoint très vite le Saint-Empire romain germanique, et ça reste dans le Saint-Empire romain germanique pendant plus de 800 ans, avec Nancy comme capitale. Non, il y avait aussi quelques duchés indépendants comme le comté de Bar et les 3 évêchés dont je parlais tout à l'heure, mais je vais pas pouvoir tout détailler, ça va être très long. Au Moyen-Âge, il y a beaucoup d'affrontements, il y a par exemple la guerre entre Guelfes et Gibelins dont j'ai parlé au précédent épisode pour ceux qui suivent, qui vient même jusqu'ici. Alors je vais pas tout détailler, mais il y a des affrontements un peu drôles comme la guerre de la Hautée de Pomme ou la paix des harengs, alors vous pouvez aller vous renseigner un peu plus si ça vous intéresse. Et la Lorraine, elle est souvent menacée par le duché de Bourgogne, mais à partir de 1477, le duché il est bien unifié, il n'y a pas de problème. Donc, par contre, il y a la peste, il y a la guerre de 30 ans qui font des dégâts au XVIIe siècle. La guerre de 30 ans, c'est une guerre entre la France et le Saint-Empire romain germanique. Donc la Lorraine, c'est un peu au milieu, donc ça se passe pas très bien. Et à partir de 1633, la France occupe plus ou moins la Lorraine pendant un siècle. Et à partir de cette époque, le duché de Lorraine, il existe encore, mais en vrai, c'est bientôt fini. Et en fait, c'est le roi de Pologne qui s'appelle Stanislas Lesinski. Si vous êtes déjà allé à Nancy, vous connaissez ce nom. Il récupère la Lorraine et elle sera récupérée par la France à sa mort, donc officiellement en 1766. Mais dans les faits, en fait, il n'avait pas vraiment de pouvoir, mais il a mis en place une révolution culturelle sur le modèle des Lumières, et c'est pour ça qu'on en garde cette image de bon souverain, et qu'il est célébré sur la place Stan, donc d'où lui doit son nom, à Nancy. La place Stan, c'est considéré comme une des plus belles places de France, et c'est vrai qu'elle est assez belle. Donc si on revient à notre 3e partie, donc l'Alsace,
elle arrive très vite dans la Francie orientale. Elle va faire partie du duché de Souabe, exactement. Donc l'Alsace, elle n'existe pas en tant que telle, mais la région, elle fait partie du Saint-Empire romain germanique pendant pas mal de temps. Elle est gérée par plusieurs comtes et familles au Moyen-Âge. Et au XIVe siècle, il y a même les villes puissantes d'Alsace qui forment la Décapole. En gros, c'est une alliance de 10 villes libres qui sont soumises directement à l'empereur allemand, donc elles sont soumises à l'immédiateté impériale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre eux et l'empereur. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, il y a pas mal de révoltes, jusqu'à la guerre de 30 ans dont on parlait avant, au XVIIe siècle. Donc si je simplifie, c'est une guerre entre protestants et catholiques, et l'Alsace, elle est un peu au milieu des deux, donc elle subit la guerre. Strasbourg, elle est même envahie par les Suédois pour aider les protestants, donc c'est un peu compliqué pour eux. En 1748, on signe les traités de Westphalie, c'est-à-dire que la France récupère l'Alsace. Ça se fait pas facilement, parce que le roi, d'ailleurs, va inciter les catholiques à venir repeupler la région, ça se passe pas très bien. Donc comme on l'a vu, nos 3 régions à ce moment-là, elles sont unifiées, à partir du 18e, mais il se passe la Révolution française, on coupe la tête au roi, je vais pas tout vous refaire, vous connaissez l'histoire. Le but, c'était de vous s'intéresser vraiment à cette histoire de la région Grand Est, et non pas de la France entière, parce que c'est une histoire qu'on connaît vraiment bien. À ce moment-là, Napoléon conquiert toute l'Europe. Napoléon va perdre, à ce moment-là, c'est la Restauration, on va retrouver des rois en France, jusqu'à ce que plusieurs révoltes aboutissent à la Révolution de 1848. On met en place la Deuxième République, elle est renversée par Napoléon III par un coup d'État en 51. Et 30 ans plus tard, Napoléon... 30 ans? Oui, ça fait 30 ans. Napoléon, il est battu par les Prussiens en 1871. Donc c'est à ce moment-là qu'on perd l'Alsace et la Moselle. Et c'est cette perte territoriale qui va conduire, entre autres, à la Première Guerre mondiale et à l'envie de vengeance. C'est-à-dire que la guerre, elle est particulièrement terrible dans l'Est parce que c'est là qu'est le front, et surtout les populations, elles sont un peu déchirées entre les deux parties de leur héritage, en fait. Alors il y a les batailles de la Marne, de Verdun, etc., qui sont célèbres. Les poilus, ils vivent l'enfer dans les tranchées. Du coup, après la Première Guerre mondiale, on signe l'armistice, la France, elle récupère l'Alsace et la Moselle, du coup, mais pas pour longtemps. La guerre, elle recommence en 1939, comme on sait. Les Allemands, ils entrent en France par les Ardennes. Ils évitent les parties les mieux défendues de la ligne Maginot qui avait été construite pour se protéger, pour ça, donc c'est un petit peu dommage. Et toute la zone, elle est occupée jusqu'en 1944. Et c'est à Reims qu'on signe la capitulation. Et depuis, tout l'Est de la France, il est resté uni et en France. Il a suivi l'histoire du reste de l'Europe, avec les 30 Glorieuses, puis un ralentissement de la croissance avec la fermeture des dernières industries sidérurgiques et minières aussi, qui c'est la fierté de l'Est de la France. Bien aujourd'hui, Strasbourg, c'est une ville qui accueille une partie des institutions européennes, et les régions de l'Est, elles sont réunies aujourd'hui dans cette région un peu composite Grand Est, qui est pas très représentative des différentes identités locales, comme on a pu le voir avec la Champagne qui a toujours été française, l'Alsace qui a très longtemps été d'influence germanique, et la Lorraine qui était un peu entre les deux. Alors on va faire quelques rappels quand même sur le réseau français, parce qu'il faut dire un peu à quoi ça ressemble. En entier, le réseau de trains français, il fait 29 273 km de long, exactement. Il y a la moitié à peu près qui sont électrifiés, et c'est l'un des plus longs réseaux d'Europe. La première ligne, elle date de 1827, c'est la ligne de chemin de fer Saint-Étienne-Andrézieux, mais c'était pas le premier transport de voyageurs, c'était pour une mine je crois à l'époque, mais donc le premier transport de voyageurs, il date de 1834. Et bon, il y a un problème sur le réseau français, on sait, c'est qu'il est centralisé autour de Paris. Il a été tracé en 1838 par un monsieur qui s'appelait Monsieur Legrand, et donc on appelle ça le réseau en étoile de Legrand d'ailleurs. Et donc le réseau il est plutôt bon quand même, mais il est pas idéal quand on souhaite traverser la France, parce que si on veut aller de Bretagne dans le Grand Est, eh bien on passe par Paris, donc là ça va. Mais si on veut aller par exemple de Bordeaux à Lyon, eh bien c'est pas si pratique. Donc il y a un petit problème autour de ce réseau. Pour le Grand Est ça va, puisqu'il est sur la ligne du Grand Est, donc ça c'est ok, mais pour d'autres régions c'est moins pratique. Alors le réseau à l'époque il se développe beaucoup, notamment vers les stations thermales et balnéaires, on verra que c'est le cas dans la région Grand Est, mais il diminue ensuite à cause de la concurrence des routes. Et donc dans les années 30 le réseau il est un petit peu sous perfusion on va dire, donc la SNCF c'était des compagnies privées à l'époque, la SNCF est créée en 1937 pour que le train devienne public, avant comme je disais il était géré par des compagnies privées, et en 1981 on lance le TGV. Et le premier TER, il date de 1986, le service TER en lui-même date de 1986, et la Lorraine, elle lance ses premiers TER en 89. Et le service s'est bien développé parce que le TER Grand Est, qui est le TER fluo, c'est celui qui dispose du plus grand nombre de trains après l'Île-de-France quand même. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi je parle plutôt du train en général. Toi, c'est quoi ton rapport avec le train? Alors t'es pas obligé d'être fan de train, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le sont pas. Qu'est-ce que c'est ton rapport au train en général? Alors moi le train, j'ai une histoire. Bon, alors, dans ma tête là, ce qui me vient à l'idée, c'est que moi j'allais à Nancy par exemple quand en termes d'études, je partais d'Épinal, je prenais le train pour aller à Nancy, pour revenir dans mon appart, parce que les week-ends je rentrais chez mes parents. Quand j'ai eu la voiture, j'ai arrêté de prendre le train. Et j'avais aussi, moi j'ai été animateur colo.
On va chercher les enfants dans les gares, un peu comme Nos Jours Heureux, je sais pas si vous connaissez le film, hein, vraiment. Et on a les pleurs sur le quai de gare. Et en gros, on amène les jeunes de la gare jusqu'au lieu en tout cas de la colo. Et en fait, ce que j'ai remarqué, ce que je déplore aussi un petit peu sur l'aspect train, c'est que souvent il y a les animateurs, et j'en fais partie aussi. En fait, le portable a permis en fait d'être tranquille dans un train, malheureusement en soi. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait quand tu as les petits, c'est-à-dire que il y a des petits qui ont moins de 8 ans, pas de portable. J'ai adoré mes voyages en train avec les petits parce que en fait, je pouvais pas ils étaient pas sur leur Ouais, tu veux téléphone, pas être sur etc. ton téléphone non plus. Alors, donc le train pour moi c'est un moyen aussi de créer du lien. J'aime beaucoup le train. Alors moi j'aime le train. Voilà, j'aime le train. Non mais j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je trouve ça apaisant. Hein. Enfin voilà tout ce qui. En plus, enfin j'avais déjà pris des trains de nuit. En fait ce qui est bien, je trouve, c'est que c'est vraiment une espèce de télé, mais c'est télé-paysage. Donc t'as des télépaysages. C'est agréable. Et c'est agréable, c'est apaisant. Mais c'est vrai que bon, on va en parler du truc. C'est vrai que je trouve que le train, tout le monde aime ça. Enfin, j'ai rarement vu quelqu'un qui n'aimait pas ça, à part oui, il y a des trucs, oui, c'est comment dire, c'est cher, il y a des retards. Si on enlève ces trucs-là, Tout le monde est dans le train. franchement, je vois pas qui n'aime pas le train. Moi, mon rapport au train, quand je peux l'utiliser, je l'utilise. Après, pour des raisons de coût, je l'utilise pas. Je comprends. Et de simplification. Quand si on fait une rando, on a du matériel. Moi, je suis accompagné d'un photographe, Mathias, je l'embrasse. Ça va, oui. Mais bon, j'ai mes micros, j'ai mon trépied, enfin il a son trépied, j'ai mon drone, enfin j'ai plein de choses comme ça. Mais c'est possible. Par exemple, moi j'ai travaillé avec Molo, donc c'est une entreprise qui va promouvoir le voyage en train et qui va proposer des itinéraires partout en Europe en train. En gros, j'ai travaillé avec eux, donc avec elles, parce qu'il y a que des filles dans l'entreprise du coup. Et on a fait par exemple des pépites de France à portée de train dans les grandes villes. Moi, je trouve que le concept est vraiment intéressant, mais c'est vrai que ça peut paraître, mais c'est compliqué parfois parce que je dois regarder un petit peu quel temps, comment, etc. Alors là, il y a un vrai problème là-dessus, c'est que c'est vrai, il y a le côté abonnement, super. Du coup, ça met de côté tous ceux qui veulent occasionnellement venir. C'est ça. Et du coup, à la fin, on loue quoi? On loue des voitures. On va Après, sur ce du qui est get important, around. c'est la mobilité quotidienne, c'est elle qui pollue. Donc c'est bien aussi que ce soit cette mobilité-là qui soit adaptée. On est en train de critiquer le train depuis tout à l'heure, c'est pas du tout bien. Non, mais bien. Non, mais c'est important, mais je rigole. mais C'est important justement de voir les problèmes du train et de comprendre pourquoi les gens font le choix de la voiture. Parce que je pense que dans la région Grand Est, même si c'est un très bon réseau, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font le choix de la voiture. Bah oui, puis en plus dans les Vosges, nous, alors, je te le dis, hein, franchement, en toute honnêteté, quand t'as 18 ans, nous, Oui, dans notre tête, c'est ça. En fait, libération voiture. Non, mais c'est se dire que, en fait, sans voiture, on faisait rien du tout. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée à Nancy, j'ai passé mon permis là-bas parce que bien sûr je suis parisienne, donc je l'ai pas passé à Paris. Et bien joué. tous mes amis avaient déjà leur voiture depuis longtemps et vraiment j'étais la dernière à avoir une voiture et c'était normal d'avoir une voiture. J'ai découvert ça en arrivant dans le Grand Est justement. Mais c'est une culture. En vrai, franchement, c'est une culture parce que alors c'est ça peut-être toujours pareil. Est-ce que c'est une question culturelle en disant il faut une voiture? C'est une question de Paris-Province. C'est parce que nous, on a de la chance d'avoir énormément de transport, mais ailleurs, c'est l'enfer. Dès que t'habites un petit peu à la campagne, c'est compliqué, j'ai l'impression. D'habitude, on part d'un autre pays, donc c'est plus facile de s'y rendre en train. Là, on est en France, donc c'est un peu différent parce qu'on est déjà en France dans le Grand Est. Du coup, je voulais vous parler des liaisons de la région Grand Est avec les autres régions de France, parce que c'est important de savoir comment on s'y rend, parce que vous n'êtes pas forcément originaire de cette magnifique région Grand Est. Il y a une ligne Grand Est qui va vers Strasbourg, via Nancy et Châlons. Donc ça, c'est une ligne, c'est une des plus grandes lignes de la région. Donc il y a des lignes TGV un petit peu partout. Il y a aussi la ligne partant de Paris, bien sûr, vers Mulhouse, qui passe par Troyes et Chaumont. La dernière ligne qui existe, c'est la ligne Épernay-Reims. Donc voilà, vous avez quand même une ligne vers Metz aussi. J'ai oublié la ligne vers Metz. Donc vous avez pas mal de choses qui sont transversales dans la région, ce qui vous permet de passer un petit peu dans toute la région. Et vous avez aussi, il n'y a pas que Paris, hein, parce qu'il y a des lignes qui viennent de Marseille et de Lyon vers Strasbourg, qui passent par la Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous avez de quoi quand même venir de l'axe sud-est. Il y a un seul intercité dans la région, c'est le Nancy-Lyon, qui n'existait plus qui a existé pendant mes années d'études, qui a été supprimé et qui réexiste à nouveau. Donc c'est plutôt pratique pour les gens qui viennent de cette région-là. Voilà. Et on a parlé du TER Fluo tout à l'heure. Et en fait, le TER Fluo, c'est le TER de la région Grand Est. Il y a pas mal de liaisons TER. Donc ça relie les régions d'à côté.
Il y a par exemple l'Île-de-France qui est reliée, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France. Donc c'est lié un petit peu, et vous n'avez pas trop de problème. C'est-à-dire que il y a une vingtaine de liaisons en Alsace, 10 en Champagne-Ardenne et 23 en Lorraine. Donc en vrai, c'est assez bien desservi. Mais par contre, effectivement, comme on a vu, la voiture, ça reste quand même un peu le moyen de transport principal dans la région, malheureusement. Et en tout cas, la région Grand Est, elle n'est pas isolée des autres pays, puisqu'il y a aussi des liaisons avec l'Allemagne. Bon, ça c'est sûr, parce que c'est le pays frontalier. On a des TGV qui vont qui partent de Mulhouse et de Forbach. Je sais plus sur du Forbach ou Forbach. Non, Forbach. Forbach, ouais. Donc ils partent de ces petites magnifiques villes par là. Donc ils partent de Strasbourg, de Mulhouse et de Forbach et qui vont vers les plus grandes villes d'Allemagne, donc Mannheim, Francfort et tout ça. Donc en vrai, il y a de quoi faire. Et même depuis Strasbourg, vous avez les trains de nuit qui vont vers Berlin et vers l'Autriche, qui vont vers Vienne. Donc c'est assez pratique. Mais il y a aussi des liaisons TER vers l'Allemagne. Je pense qu'il y a pas mal de voyageurs pendulaires, encore une fois, entre Strasbourg et certaines villes en Allemagne. Il est aussi relié au Luxembourg, comme tu le disais. Il y a des liaisons TER et TGV. Donc, TER, c'est pratique pour les gens qui font l'aller-retour. Et Strasbourg et toutes les gares, donc les petites fameuses gares Lorraine TGV, Meuse TGV et Champagne-Ardenne TGV, sont reliées à la Belgique, donc à Bruxelles exactement. Donc en fait, on peut aller voir pas mal de pays européens depuis la région Grand Est. Et est-ce que tu penses, toi, qu'en tant que touriste, c'est facile de s'en sortir sans voiture? En gros, si on veut aller voir autre chose que les villes, est-ce que c'est faisable ou est-ce qu'il faut conseiller aux gens de prendre leur voiture électrique, peut-être, mais est-ce que c'est faisable? Tu vois, par exemple, je te donne un exemple où moi je trouve ça hyper pertinent, notamment dans le Grand Est, c'est dans les Ardennes. Mais t'as par exemple une ligne de train à conseiller qui partirait peut-être de Paris et qui nous amène dans les Ardennes, peut-être avec un vélo derrière. T'aurais un endroit à nous conseiller comme ça? Moi, j'en ai un qui est magnifique et très peu connu. C'est pour moi la vallée de la Meuse, dans les Ardennes. Toujours la Meuse. Alors oui, la Meuse, la Meuse c'est le fleuve. Ah, c'est bien, on conseille des choses qui sont reconnues. Non, mais oui, mais en fait la Meuse c'est le fleuve qui se jette dans le nord, la mer du Nord, je crois. Bon, voilà. Mais en gros, la Meuse en fait traverse les Ardennes. Et en fait, ce qui est intéressant, alors le TGV est très simple pour aller à Charleville-Mézières. En gros, il y a 1h45 là-dessus. Et en fait, ce qui est super cool, c'est que il y a un TER qui traverse en gros qui suit en fait la Meuse, et c'est magnifique, hein. En vrai, il y a le TER vraiment, et t'as la Meuse là, et t'as toute la montagne, c'est un très joli coin. Personne, c'est pareil. Bon, les Ardennais, en vrai, quand j'ai fait les vidéos, ils ont partagé à fond. C'est vraiment un public incroyable. Personne connaît. Moi, quand j'ai connu les Ardennes, j'ai des amis qui habitent là-bas. Sinon, pour moi, il y avait rien à voir. Ouais, pas grand-chose. Il y a le Sanglier des Ardennes ou je sais pas quoi. Il y a pas eu grande statue. Voinic. Et il y a Sedan. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà, Sedan, mais Sedan, les châteaux médiévaux. Mais en fait, il y a le côté vraiment outdoor, etc. Au-dessus de Charleville. Alors déjà, Charleville-Mézières, c'est une ville qui est très jolie. Ouais. Ouais, bah, il y a une place, la place Ducale. En vrai, c'est magnifique. En vrai, c'est la cousine ou la sœur, en gros, de la place des Vosges à Paris. Et en plus, au-delà de ça, c'est que t'as une gare. Donc, TER, c'est ce que je te disais. Et là, à vérifier, mais il y a une offre TGV, tu payes 10 € en gros la journée. C'est l'été, je crois, avec le TER fluo, je crois. Il faudrait vérifier en gros, mais tu payes 10 € et t'as le TER illimité jusqu'à Givet, qui est à 1 heure en voiture, et autant te dire la route, c'est une galère sans nom. Donc autant le faire en train. Franchement, ouais, c'est carrément mieux. Et en plus, c'est magnifique. Vraiment, tu peux prendre ton vélo. T'as toute une voie. Une fois que t'arrives, tu peux. Oui, alors tu peux partir de Charleville, en vrai, en vélo, c'est possible, si tu veux pas prendre le train. Si tu veux aller un peu plus haut, tu fais un peu le train. Et ce qui te fait Givet qui est vraiment la pointe des Ardennes. Vraiment, c'est la fin de la diagonale du vide, hein, en vrai. Et c'est un endroit qui est magnifique parce que vallonné, forêt, cours d'eau, piste cyclable, et il y a personne. Vraiment, alors là, trouve personne, etc. Et t'as des endroits magnifiques, hein. T'as Roque-la-Tour où t'as vraiment une vue sur les Ardennes. T'as des belles bâtisses aussi sur l'histoire un petit peu. Donc c'est des statues, les 4 Fils-Aymon, la Roche de l'Ermitage, et j'en oublie d'autres. Mais voilà, en gros, il y a énormément de choses. Il y a des petits villages médiévaux. Il y a un village médiéval. Il y a Hierges aussi qui est connu, Givet qui est connu aussi. Et il y a le côté Sedan aussi où on peut parce que le TGV s'arrête à Charleville, mais il peut s'arrêter aussi à Sedan. Sedan, en termes de beauté de la ville, je la trouve moins jolie. C'est mon avis. Par contre, évidemment, il y a un truc le château est magnifique. Pour le coup, le château est vraiment au cœur de la ville, magnifique, médiéval, etc. Il fait pas mal d'événements là-bas. Et pareil, il y a une route aussi, une voie cyclable qui peut arriver de Sedan jusqu'à Charleville. Donc en vrai, les Ardennes, moi pour moi
En C'est le fait, top destination du Grand Est. en fait, moi, j'ai pas mal vadrouillé, je t'avoue. Ouais. J'ai fait le Sud-Ouest, j'ai fait l'Auvergne, j'ai fait pas mal de choses. Et en vrai, les Ardennes, ça fait partie de mon coup de cœur. Alors pourquoi? Je le dis, hein, c'est que en fait, je voyais ça tellement pas ouf que quand je suis arrivé, C'est vrai que les Ardennes, c'est quand même le non truc mais qu'on cite pour dire le truc pas ouf en France en général, mais ouais, malheureusement. mais et franchement, Ouais. tout le monde se trompe. Mais oui, c'est vrai parce que les Belges, j'ai travaillé en Belgique quelques années, ils adoraient aller dans les Ardennes. Belges, bien sûr, mais c'est un endroit assez magnifique pour eux. Donc, Non je mais pense que alors d'ailleurs, t'as raison, les Ardennes belges sont beaucoup plus connus souvent, mais parce que bon, souvent malheureusement ils ont pas ils grand-chose ont pas d'autre. grand-chose d'autre. Mais pour le coup, c'est quand même magnifique les Ardennes là-dessus. Mais les Ardennes françaises, C'est bien. J'aurais pas cru, tu vois, qu'on arriverait à faire rêver avec les Ardennes. Ben écoute, ça, c'est plutôt bien. mais en vrai, ceux qui veulent, en tout cas ceux qui veulent regarder un petit peu ce qu'il y a à voir dans les Ardennes, il y a les châteaux aussi. Mhm. Allez voir juste mon compte. Je fais ma pub, hein, mais allez voir mon Fais ta compte. pub. Non, non, mais en fait, il y a deux, trois vidéos un petit peu les pépites naturelles des Ardennes, etc. Vous allez voir, il y a un aperçu un petit peu de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vu. J'ai beaucoup travaillé avec ça. Je pense que ça va vous donner envie, en tout cas. De toute façon, je remettrai en description tout ce qu'il y a pour retrouver le compte d'Alexis. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais pour le TBR Fluo, vous avez on parlait des abonnements, tout ça. Il y a une carte qui coûte 20 € par an et ça permet de voyager dans tout le Grand Est. Donc sur les bus aussi, avec moins 50%. Donc c'est assez pratique. Et le week-end et les jours fériés, vous avez une réduction pour une personne avec vous. Donc c'est assez bien. Et cette carte, elle coûte 1 € pour les moins de 26 ans. Exactement. Ouais. Et Donc donc ça, plutôt bien. c'est pour les jeunes, j'en fais plus partie. Malheureusement, je sais pas. Ça y est, c'est la fin pour moi. Alors les endroits que j'ai visités dans le Grand Est, il y a d'abord Nancy, parce que j'y ai habité 2 ans entre 2016 et 2017. Bon, j'ai surtout habité sur le plateau de Brabois, donc je suis pas vraiment toujours descendue en ville. Je connais surtout le brouillard nancéen. Donc c'est une belle ville, avec la place Stanislas qui est magnifique, et il y a des beaux bâtiments Art Nouveau. C'est un des foyers du développement de l'Art Nouveau. Mais c'est aussi une ville qui peut être assez lugubre en hiver. Moi je dirais que c'est pas mon coup de cœur dans la région Grand Est quand même. Bon, j'ai aussi visité les Concassiques, c'est-à-dire Strasbourg, sa cathédrale, une petite partie de l'Alsace et de ses marchés de Noël, donc pas tous, hein, mais j'ai vu Colmar et le beau village de Kaisersberg notamment. Les Vosges, que j'adore, qui sont magnifiques, avec la promenade des Quatre Lacs, la route des Crêtes, le Honeck, qui est très beau au moment de l'automne d'ailleurs. Alors il y a certains coins comme Baccarat ou Rambervillers, franchement c'est moins joli, c'est un peu... alors, on réemploie le terme à nouveau, mais un petit peu sinistré. Il y a aussi les sites des tranchées que j'avais fait pas loin de Liverdun ainsi, et toutes les belles villes, donc Troyes, Metz, Reims. Donc j'ai visité tout ça, mais il y a encore de quoi faire en fait. Ce que je voulais te demander aussi, c'est qu'est-ce que tu conseillerais pour pour une personne qui est jamais allée dans le Grand Est, quel itinéraire tu conseillerais? Parce que moi, je sais que je dirais peut-être de commencer par l'Alsace et les Vosges, parce que c'est quand même les endroits les plus beaux. Peut-être de passer à Nancy. Il y a quand même la place Stan qui est magnifique. T'as tout l'historique Art Nouveau. Si les gens adorent l'architecture, c'est assez sympa. Peut-être d'aller à Reims aussi, toutes ces choses-là. Mais est-ce que toi, tu aurais un itinéraire précis, par exemple, à nous conseiller dans cette belle région Grand Est? Bah, Tu vas dire les Vosges. ouais. Non, alors Évidemment. après, évidemment, en fait, moi, je pense que je vais en faire plusieurs, on va dire. L'itinéraire, en vrai, phare que je propose souvent. Alors après, ça dépend ce qu'on cherche. C'est vrai que si on cherche plutôt de la rando, Les Vosges, c'est magique pour ça, oui. oui, c'est évidemment les Vosges, c'est d'arriver soit aller jusqu'à Remiremont en tout cas. Alors ce qui est bien à Remiremont, c'est que vous avez aussi une voie verte qui peut vous emmener jusqu'au lac de Saulxures sur Meselotte, où vous avez vraiment une activité aquatique sur le lac. Visiter évidemment Épinal. C'est vrai Épinal. que Épinal m'a pas fait rêver, j'avoue. Ben, J'ai pas été charmée par Épinal. en fait, Épinal, quand on y vit, je pense qu'on se dit ouais, pas ouf. Et en fait, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a et qu'on sort, c'est-à-dire le château, en fait, il surplombe la ville. Vous avez la basilique aussi qui est très jolie. Vous avez quelques rues colorées. Vous avez aussi surtout la Moselle qui passe avec ses rues un petit peu, son centre-ville qui a été un peu, moi je l'ai vécu, ça c'est le centre-ville a été un petit peu, on va dire, déserté parce qu'il y a des zones commerciales qui sont développées, donc c'est un peu mort maintenant. Mais en vrai, ça reste, c'est son charme, le marché couvert est très joli aussi, etc. Non, non, Épinal, il y a des choses à faire. Il y a le musée de l'image. L'image d'Épinal est hyper connue en vrai à faire aussi. Donc non, non, il y a plein de choses à faire en tout cas à Épinal. Mais au-delà de ça, quand vous arrivez sur Épinal, si vous arrivez en train, moi je vous conseille de prendre le bus du coup et d'aller. Alors, vous pouvez aller à Jaramé. Moi, je vous conseille
Il y a beaucoup de monde à Jarramé. Oui. Le lac est beau, etc. Vous avez un observatoire qui est hyper connu, mais bourré de touristes, je vous le dis. Peut-être un peu moins connu. On va retirer un peu tout ce qui est Onyx, Sentier des Roches, etc. Moi, je conseillerais, bon, qui est aussi connu quand même. C'est vrai que tout est connu, mais Ouais, c'est sûr, les Vosges. bon, le lac de Longemer déjà, il est un peu moins connu que le lac de Jarramé. Donc vous aurez un peu moins de monde, plus authentique, et le lac de Retournemer aussi est sympa. Le lac de Lichpa aussi. Vous pouvez faire une randonnée en fait qui part. C'est quoi le point de vue? Un jour, ce que j'ai fait, c'est la randonnée des 4 lacs. C'est un, je crois que c'est mon endroit préféré des Vosges. En fait, t'as le gazon du Fin. Ouais, c'est Comme ce que ça. je t'allais dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu fais tout le tour, tu descends, tu fais les 4 lacs. Il y a quand même du monde, mais en fait, t'as la petite auberge, tu montes le Ouais. bord, et la vue, elle est magnifique à ce endroit-là. Ouais, La ouais. vue avec la mer de nuages, c'est trop beau. Bah, c'était celle que je pensais. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu, il y a un peu de monde. En vrai, lac blanc, lac noir, lac vert, lac du Forlet, en gros, c'est pour moi la plus belle randonnée des Vosges en soi, avec le Sentier des Roches si vous continuez. Mais c'est vrai qu'il y a un peu moins de monde que le Honeck. La partie là, elle est moins connue, enfin elle est moins connue, mais c'est vrai qu'elle est plus authentique. Il y a des auberges, etc. Donc si vous voulez faire ça, c'est vraiment magnifique en tout cas. Un peu moins connu aussi. Voilà, vous avez le Haut du Taux avec la cascade de la Pissoire. Et alors ce qui est bien aussi au Haut du Taux, alors le Haut du Taux, c'est le plus haut village du département français n'importe quoi, des Vosges. Ok. Et en fait, vous avez une petite balade qui va jusqu'au la cascade de la Pissoire, qui est un peu moins connue que par exemple les cascades de Tendon, parce que cascade de Tendon, il y a plein de monde. Au cœur de la forêt, etc. Sympa. Après, l'itinéraire en soi, c'est vrai que faire les crêtes, évidemment, aller manger dans magnifique. Alors par contre, dans une vraie auberge, on mange super bien. Aller manger un repas à Marquère. Vous mangez l'étoffaille, voilà, le fumé, la tourte vosgienne aussi, parce que c'est vrai que la tourte c'est un mélange d'agneau, non pas d'agneau du tout, de veau et de porc, voilà. Et la salade vosgienne aussi, vous avez le fromage au kirsch, la tarte au brinbel. Vous allez manger ça. Un endroit des Vosges, je reste dans les Vosges, c'est pas bien, mais un endroit des Vosges que je pense que les gens visitent pas, c'est Saint-Dié-des-Vosges. Moi, j'ai bien aimé parce que c'est la capitale mondiale de la géographie. Et genre, il fait une carte géante. C'est là que l'Amérique a été nommée. Je savais pas. C'est génial. Donc du coup, Saint-Dié-des-Vosges, c'est assez mignon. C'est pas très grand, mais c'est une bonne base pour partir voir les Vosges ensuite. C'est en grès vosgien, donc c'est assez beau. En fait, il y a toute une partie qui est hyper intéressante là-dessus. Évidemment, il y a la partie Haute-Vosges où vraiment là, la partie Saint-Dié, elle est hyper intéressante avec le lac du Mai. Vous avez évidemment, alors qui est pas dans les Vosges, mais le temple de Donon. Mais c'est une magie incroyable. Ok, je connais pas. Temple de Donon, en gros, c'est un espèce de temple en pierre qui surplombe une montagne, très connu aussi en vrai, voilà. Et évidemment, alors au niveau de l'Alsace, vous avez le Haut-Königsbourg, vous avez le château de Ribeauvillé, vous avez tous les villages. Alors là, c'est intéressant parce que en hiver, c'est impossible d'y aller quasiment. Rigvir, Egisheim, Colmar, etc. Peut-être y aller en été. Vous avez peut-être la moins féerique de Noël, mais en fait, vous avez moins de monde aussi. L'hiver, c'est l'enfer. Ouais, l'hiver, c'est catastrophique. Franchement, je vous le dis, c'est vraiment compliqué. Mais je trouve que le Grand Est, par exemple, il est très connu, notamment à Noël, parce que c'est l'Alsace. Et l'Alsace, en fait, quand on fait une combinaison Alsace-Vosges, c'est-à-dire le massif vosgien, en fait, c'est une très belle destination touristique. Mais découvrir déjà l'Alsace à Noël, c'est différent, sachant que avec le réchauffement climatique, autant se le dire, l'hiver vosgien, en fait c'est compliqué, on le voit. Bon, je vais pas parler pour le réchauffement climatique, mais c'est vrai qu'on le voit que les paysages changent aussi. Mais alors, je dis pas que c'est bien. Je dis juste que il y a des choses à faire différemment du coup. C'est-à-dire que les sports d'hiver, etc. Ça va être de moins en moins, donc il faut investir sur du vélo, sur des choses comme ça qui sont un peu différents. Et en termes c'est vrai qu'en termes de région, on a une richesse, on va dire, de gastronomie. Alors l'Alsace, ok, on en parle, la choucroute, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, des Flamencuche, je sais pas comment on dit, les Alsaciens vont me tuer. Mais en Lorraine, non, on a énormément de choses. À part la quiche, il y a les salades vosgiennes, on a la bergamote à Nancy, etc. Ce qui est autour de la Mirabelle aussi, tout ça. La Mirabelle, alors ça c'est plutôt vers la Moselle, mais oui, c'est vrai, il y a énormément de choses qu'on peut valoriser, mais et puis énormément aussi de fêtes culturelles, là-dessus, il y a pas de nous, on fait la fête du bois dans les Vosges. Là, je vais faire une vidéo d'ailleurs cet été sur la tradition du schlitage. Là, vous savez pas ce que c'est le chitage. Voilà, mais c'est normal parce que tout simplement c'est une tradition. En gros, c'était des personnes qui descendaient le bois de la forêt sur des gros schlitts sur le dos. Voilà. Mais en gros, sur le dos, ils avaient énormément de bois et en gros, il y avait une espèce de luge. Une schlitt, c'est ressemble à une espèce de luge où ils descendaient. Et c'était une personne qui tenait tout le bois pour descendre parce que les Vosges, évidemment, c'est de la montagne. Et pour descendre le bois en fait de haut, il y avait pas d'hélicoptère, il y avait pas de camion.
y aller en schlick, quoi. Alors vous voyez pas parce qu'il y a pas de vidéo, mais Voilà. moi je vois la démonstration. Ça a Voilà, l'air pas mal. j'essaye de le faire là, mais voilà. Mais donc il y a énormément de choses. La Champagne, bon évidemment, voilà, le champagne, les vignes, etc. Mais il y a énormément de choses, quoi. Il n'y a pas que l'Alsace et on oublie souvent d'autres territoires, la Meuse. Alors vous dites la Meuse, on connaît pas? Ça donne pas très envie la Meuse en général. Mais Ben en fait, pardon pour la Meuse. non mais c'est ça aussi, c'est se dire en fait où aller en Meuse. Et en fait, bon évidemment il y a Verdun qui est hyper connu. Historiquement c'est voilà, c'est hyper important. Bah, ça se voit beaucoup que t'as un lien important avec le Grand Est. Et ça, je trouve ça bien. J'aime beaucoup le Grand Est. Ouais, mais moi, je sais que j'avais pas un lien particulier avec le Grand Est au moment où j'y habité. J'avoue que Nancy, je garde plutôt un souvenir de brouillard horrible et ces choses-là. Mais je sais que j'ai eu l'idée de ce podcast, en fait, en faisant la rando du Honeck. Et du coup, en fait, j'ai confirmé à ce moment-là que je voulais le faire parce que je me suis dit, mais je veux mettre en avant, en fait, les voyages et ces choses-là. Donc, depuis, je garde un lien assez particulier avec le Grand Est. Ouais, bah après le Honeck du coup c'est le plus haut le plus haut sommet du département vosgien et pas du massif. Non, pas du massif, effectivement. Parce que le massif c'est le Grand Ballon. En termes de randonnée par contre c'est magnifique Ouais, c'est et magnifique. surtout c'est un endroit de France, en tout cas les Vosges. Moi je vais parler plus des Vosges parce que c'est vrai que je suis vosgien là-dessus. C'est un endroit qu'on voit peu, on va dire en termes de beauté de paysage. En fait c'est vallonné avec de la forêt. Donc c'est plutôt voilà c'est tout ce qui est sapin, épicéa, etc. Donc des conifères. Et en gros c'est un endroit de France où on l'a pas ailleurs. C'est-à-dire que avoir quelque chose de assez vallonné où ça peut être également dégagé, hein, notamment sur le Honeck, sur le Grand Ballon, où on peut voir même les Alpes. Hein, si quand c'est dégagé, c'est ça aussi la problématique peut-être des Vosges aujourd'hui, c'est qu'en fait l'aspect touristique il est centralisé vers des endroits. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec l'Office du tourisme de la Bresse qui est à côté, où ils ne font même plus de promotion ou très peu de promotion sur différentes parties, notamment le Honeck. Les gens viennent d'eux-mêmes en fait, et du coup, t'as pas besoin de faire de promotion. Il n'y a pas besoin de promotion. Et en tant qu'office de tourisme, et moi je trouvais que l'idée était très très bonne. En tant qu'office de tourisme, c'est vrai que tu dois déjà réguler les flux touristiques. Et si on voit que sur Internet, beaucoup de blogs là-dessus font déjà des démarches de promotion sur ces endroits-là, bah on peut s'orienter vers autre chose. Donc je trouvais en tout cas la manière de travailler plutôt pertinente en soi. Et oui, ils vont pas promouvoir de certains éléments. Parce que pour moi, le tourisme de luxe, c'est le tourisme où on est tranquille, où il y a moins de monde, etc. On est tout seul, où il y a moins de monde. Moi, je suis pas contre les gens. Non, non plus, je suis pas contre les gens. Au contraire. Mais effectivement, quand on est tous au même endroit et à faire la queue pour avoir une vue, je pense pas que ça s'appelle encore du tourisme. En termes d'itinéraire, vraiment. Si ça dépend, si vous restez une semaine, sortez un peu des montagnes, je pense, parce qu'il y aura du monde. Les meilleures périodes, je suis désolé, hein, c'est octobre. Hein. Voilà. Ouais, mais je suis d'accord qu'octobre, dans les Vosges, c'est assez magnifique. Ouais, c'est vraiment très joli. C'est un peu doré un petit peu partout, c'est super beau. L'été, il y a beaucoup de monde, etc. Mais j'en oublie plein. Hein. Vous avez Rochesson aussi qui est moins connu. Voilà. C'est ma patrie parce on sent que t'es content de parler de chez toi. Mais non, j'adore ça. Mais en vrai, Rochesson, par exemple, c'est joli parce que vous avez la Roche des Ducs, vous avez une vierge qui surplombe la vallée, voilà. Moi, parce que j'ai vécu là. En fait, j'ai vécu mon enfance là-bas. Ma grand-mère habite à Rochesson. Voilà. J'embrasse ma grand-mère si tu m'écoutes. Mais ne pas négliger vraiment l'ouest des Vosges. Je pense que là-dessus est pas mal. Okay. Après, il y a d'autres itinéraires. Évidemment, le nord de l'Alsace avec Strasbourg, etc. Il y a quand même pas mal de choses à faire aussi. Et le nord des Vosges avec le Pays de Beach. Je sais pas si tu connais. Ah, j'ai entendu parler, j'ai jamais vu. En gros, c'est un endroit où vous avez vraiment on se croirait dans des espèces de chemins avec des énormes roches, etc. Ça a vraiment un univers un peu particulier. Donc ça aussi à faire. Alors non, on n'est pas allé en Champagne. Ouais, Champagne, bon, il y a les Ardennes. Ouais. Évidemment, la Champagne, en fait, il y a Troyes et Reims, en fait. Troyes qui est vraiment très très joli. Moi, je conseille aussi le lac d'Orient, qui est à côté de Reims. De Reims, n'importe quoi, de Troyes. En gros, de Troyes, vous prenez un vélo, vous allez jusqu'au lac d'Orient. La Moselle, Metz est très Metz, magnifique. Aussi, hein. Metz, c'est très joli. Metz, c'est très belle, hein. En fait, il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup Metz. Nancy, on aime bien faire nos études, souvent, c'est ce qu'on dit. Nancy, on aime bien faire nos études là-bas. Metz, on aime bien y vivre. Oui, c'est ça. Nancy, on n'a pas forcément envie d'y vivre, quoi. J'avoue que j'aurais pas envie d'y retourner. J'aime bien comme ville, hein, mais j'aurais pas envie d'y retourner. Ouais, voilà, non, mais puis bien développé aussi. Vraiment, nous, on avait beaucoup de curistes. J'en parlais encore ce matin, mais à Plombières, Main-les-Bains, Vittel, vous avez beaucoup de curistes. Si vous voulez des cures là-bas un petit peu. On fait de la sylvothérapie aussi.
La sylvothérapie des câlins aux arbres? Ouais. C'est vrai? Ouais, ça existe en vrai hein, dans les Vosges. Alors, nous, on a beaucoup d'arbres. Ouais, Du il y coup, a beaucoup d'arbres, il faut en profiter, on hein. fait des câlins aux arbres. Danser une soyote aussi. Allez, en fait, allez voir les gens. Allez Ok. voir. Expliquer ce qu'est une soyote. Les trois quarts ne sauront pas ce que c'est. C'est une danse traditionnelle vosgienne. Génial. Voilà. Donc mon rêve, d'ailleurs, ce serait de faire une énorme soyote à Épinal. Voilà. Mais en gros, voilà, c'est découvrir ces éléments-là. En vrai, ce que je proposerais vraiment, s'il y a deux destinations vraiment que je dirais dans le Grand Est, ça serait les Ardennes et faire le mix Vosges plus Alsace. Ouais, Vosges plus Alsace, Ouais, c'est ouais. intéressant. Parce que ça sert à rien. Enfin, vous pouvez faire les Bah, Vosges. juste à côté des Vosges, t'as Kaisersberg, c'est ça? Il y a un petit village mignon qui est Ouais. en Alsace, mais qui est tout près des Vosges, donc ça, tu peux déjà le faire. Puis même Colmar, Strasbourg sont pas si loin ensuite. Bah, en fait, sur la vallée comme ça, vous avez et le Haut-Kennisbourg avec le château de Ribovillers. Moi, Ribovillers, j'adore parce qu'il y a le petit village un peu alsacien et quand on monte, en fait, il y a un château aussi. En fait, vous avez des villages, etc. et vous avez des châteaux, mais qui sont encore pas dégueux, Mhm. mais qui sont libres comme ça. Vous Ah, tu peux rentrer, ah tu ouais, peux comme ça. promener, ok. Mais par contre, ils sont dans un sale état. C'est des ruines, mais c'est pas des ruines où il y a trois cailloux, quoi. Il y a quand même un truc, quoi. Ouais, tu vois encore un peu château. Ribeauvillé, c'est ça. Bah, Ribeauvillé, il y a ce truc-là où en gros, tu montes et vraiment t'as le château hein, qui surplombe le truc et en vrai, tu peux y aller quand tu veux. Il y a toute une vallée de châteaux. Le Haut-Kinisbourg est magnifique. C'est vrai que je suis jamais allée. Bah, justement, l'endroit où j'aimerais aller dans le Grand Est où je suis jamais allée, c'est le Haut-Konisbo. J'aimerais bien aller. Toi, c'est quoi l'endroit où t'es jamais allé dans le Grand Est? Est-ce qu'il y a encore un endroit que t'aimerais aller voir où t'es jamais allé? Ah ouais, moi en fait le côté alsacien, je trouve que je l'ai pas assez travaillé. Je trouve, Ok. moi ce que j'aimerais bien, c'est plutôt, tu vois, par exemple le Mont Saint-Odile. Je l'ai jamais fait, mais ça a l'air magnifique. Hmm. Sinon, moi, ça serait plutôt le nord de la Moselle. Je sais qu'il y a une belle bâtisse à Dabo. C'est une espèce de chapelle qui surplombe tout et l'Aube. L'Aube, j'aimerais bien un petit peu travailler là-dessus, faire Ouais. du gravel, etc. J'ai appris d'ailleurs qu'à Brienne-le-Château, qui est dans l'Aube, il y a une choucroute. Il y a une spécialité, c'est la choucroute de Brienne. Puis moi, j'aimerais bien découvrir la Meuse. Ok. Parce que la Meuse, tout le monde me dit, ouais, c'est éclaté, Bah, ouais. la Meuse, pour moi, c'est vraiment des plaines de brouillard. Donc c'est pour ça que ça donne pas envie. Mais Mais moi, ça se trouve, c'est très bien, hein. moi, j'avais rencontré une personne, Pardon pour les habitants de la Meuse, hein. ouais, non mais j'ai rencontré une personne par exemple qui était responsable du sud de la Meuse et en fait quand elle vend le truc, bah en fait c'est pas les paysages Hmm. qui vont vendre, mais c'est la culture, ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Il y a des choses, il y a Bar-le-Duc, etc. Alors je lui dis, je vais pas vous vendre un truc de fou non plus. Évidemment, c'est Ouais, faut pas faire attention à pas survendre, mais voilà, si, c'est pas le cirque de Gavarnie ou j'en sais rien, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être pas en termes de visuel, il va y avoir un truc, même si je peux peut-être te faire. Mais c'est plutôt en termes d'authenticité du lieu. J'avoue, moi, il y a la Champagne aussi. J'ai jamais visité les vignobles. Du coup, j'aimerais bien y aller un jour. Mm. Mais ça a l'air d'être presque trop touristique, en fait. Donc, j'ai un peu peur que ce soit pas forcément Après, le grand fan. Après, moi, c'est ce que j'ai vécu. J'avoue, je connais pas tout du Grand Est. J'avoue, Ouais. moi, je suis vraiment très calé sur les Vosges. Ouais, bien sûr. Bah, on l'a vu, c'est bien, mais Ouais, au moins, t'as ouais, pu nous ouais. montrer les Vosges. Nous as déjà dit beaucoup de choses pour nous donner envie d'aller visiter Grand Est, mais est-ce que t'as quelque chose à nous dire pour nous donner envie par rapport à d'autres régions de France, par exemple? Non, alors Gros silence. non, mais moi je dis en gros, venez dans le Grand Est venez dans le Grand Est parce qu'en vrai, il y a vraiment une différence aussi que vous allez pas voir ailleurs. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de différent. Alors vous avez des vignes évidemment, mais les vignes, par exemple, le Champagne, sont pas les mêmes que d'Alsace. En termes de culture, on a vraiment une culture différente. C'est pour ça que d'ailleurs il y a eu des frictions, on va dire, entre l'Alsace, la Lorraine et la Champagne, parce que en soi, la Champagne et l'Alsace, c'était des régions assez Ça n'a riches, rien, oui. assez riches aussi, et C'est que la vrai. Lorraine, en gros, on va dire, on était un peu les pauvres. Hein. Donc en fait, soit c'était Champagne, à l'époque, il y avait un truc comme ça, c'était Champagne, Lorraine, et l'Alsace voulait être à côté. C'est logique parce que voilà. Mais ça, c'était pour la partie administrative, hein, je parle bien. Mais et ça se marque bien aussi en termes de culture. C'est vraiment, il y a vraiment la Champagne, c'est quelque chose, voilà, avec les Ardennes, la Champagne de Reims, l'histoire de la cathédrale de Reims aussi qui est magnifique. Il y a des choses à faire, quoi. Les maisons aussi, il y a des maisons en colombage évidemment C'est vrai qu'on n'a pas forcément expliqué tous les incontournables parce qu'au final, on a l'impression que tout le monde les connaît. Il y a Strasbourg, il y a toutes les... Strasbourg, Colmar, Rigvir, Kaysersberg, etc., Aubernais. Bah, il y a énormément de choses à voir, mais vous avez aussi beaucoup d'éléments culturels aussi à découvrir. Et je pense que là-dessus, vous pouvez évidemment trouver votre terrain de jeu. Vous aimez la culture, vous allez trouver. Et si vous aimez le sport, bah, rando, Vosges, les Ardennes, vous avez aussi beaucoup de rando.
Vous avez des lacs aussi, lac de la Madine en Meuse. Vous avez tout ce qu'il faut. Et en termes de paysage, si vous avez peur de se dire, non mais attends, il y a pas la mer. Voilà, non mais ok, il y a pas la mer, mais on peut se baigner. On peut se baigner dans les lacs, c'est Voilà, on peut se baigner dans les lacs. Alors pas tous parce que voilà, mais on peut se baigner parce que c'est des lacs de montagne. Donc vous pouvez faire plein de choses. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est on commence par quoi. Je crois que tu nous vends bien quand même ta région là. Ça Bien donne sûr, envie. Je pense que les gens auront envie d'y aller aussi, et j'espère que les gens auront envie d'y aller. Mais là, les personnes qui écoutent là, donc vous arrêtez le podcast là et puis vous partez tout de suite. Vous partez. Voilà. Allez, Partez dans les Vosges maintenant. Donc allez-y, kiffez Grand Est et franchement, moi je renie pas mes racines pour le coup. Évitez peut-être les périodes. Moi franchement maintenant je déconseille. Hein, franchement Noël, Noël Alsace, franchement je vous déconseille. Sauf si vous aimez le monde. Parce qu'il y a peut-être des gens qui aiment ça. Oui, peut-être. Franchement, tu vas à Colmar, laisse tomber. Les fermes auberges aussi ferment en octobre. Donc en fait, toute la partie de septembre, elle est hyper intéressante. D'accord. Je crois que c'est jusqu'au 15 octobre qui sont là, les fermes auberges. Donc en fait, quand on arrive début octobre, là, il y a encore du monde, hein, mais on arrive, on va manger là, et il y a les couleurs incroyables de l'automne et tout, magnifique. Et en tout cas, merci en tout cas Anne de m'avoir accueilli, c'était très sympa. Avec plaisir, je suis contente. Et j'espère en tout cas que tu continueras dans ce projet, que tu kifferas et que on continuera à vous faire kiffer et que j'espère aussi vous avoir donné envie vous donner envie d'aller dans le Grand Est et de venir visiter ta chaîne aussi et ton Instagram. Si c'est vrai que si vous souhaitez un petit peu découvrir un peu la France de manière authentique, peut-être avec de l'information, rencontrer des gens de façon fun aussi. Ouais, j'essaye d'être fun, j'essaye. Hein. Mais non, en tout cas, voilà, d'essayer de découvrir d'autres endroits que un peu les éléments un peu trop touristiques. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà, je m'appelle Le Voyageur en France. N'hésitez pas à me suivre. En tout cas, sur les réseaux, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn. Je suis dans les Vosges aussi. Je suis partout. Voilà, sur tous les fronts. Voilà. Et puis si, je sais pas, par hasard, vous avez envie de découvrir un peu, notamment les Vosges, je vais pas mal travailler cette année dans les Vosges, mais je vais découvrir d'autres choses aussi. Et puis je fais aussi pas mal d'éléments un peu d'aventure. Là, j'ai 2 projets de traverser les Vosges à pied, de faire, j'ai une idée, par exemple, de faire la diagonale du vide à vélo. Oh, génial. En mode backpacking. Donc voilà, un peu d'aventure, un peu de fun, voilà. Donc n'hésitez pas à venir me voir et puis à faire partie de l'aventure parce que c'est comme ça qu'on kiffe le voyage ensemble. Et puis au plaisir de vous rencontrer sur les routes de France. De toute façon, vous inquiétez pas, il y aura d'autres épisodes sur d'autres endroits de France. On s'arrête pas là. J'ai pas visité toute la France, mais j'ai visité pas mal de régions de France. C'est-à-dire le Grand Est, moi j'y retourne toujours avec plaisir. Donc ça m'a fait plaisir de discuter de tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Anne, et d'avoir pu vendre parfaitement le Grand Est. Et dites-moi aussi quelle région en France et quel pays dans le monde vous aimeriez bien visiter les prochaines fois et la prochaine fois. Et je vous dis à bientôt quelque part dans le monde, que ce soit à pied, en train ou en... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? En vélo. En vélo, en vélo dans la région Grand Est, mais surtout sans trop de CO2.